toutes les décisions où il fallait que le chef tranche, le chef n'a plus jamais tranché depuis un certain nombre d'années. Je dis bien d'années. Donc, je pense que ce n'est pas un détail. C'est une tendance lourde qui démontre très, très clairement que le gouvernail n'est pas tenu. Mais Aman Mana, oui. Alors, certains... Le gouvernail tangue de main en main. Mais regardez la situation du pétrole camerounais. Le pétrole camerounais aujourd'hui est entre les mains d'une dame qui n'a ni qualité, ni titre, ni mandat. Son seul mandat, c'est son acte de mariage. Aman Mana n'est pas un chroniqueur de passage. C'est une mémoire, un monument de la presse écrite africaine, fondateur du quotidien Le Jour. C'est l'auteur des brûlots les plus durs contre le régime de Yaoundé. Celui qui consignait déjà, dans les années Biya, chronique du naufrage de la nation camerounaise, la dérive lente d'un pays en décrépitude. Je pense que la longévité excessive des gens dans les postes, je pense, ne sont pas une garantie d'efficacité, n'est pas une garantie d'efficacité. Traqué, menacé à son domicile au plus fort, la tempête qui survit l'assassinat de Martinez Zogo, il a dû fuir sa terre natale en catastrophe, un soir de janvier 2023, pour l'exil américain. C'est donc depuis la chaire de la Media School of Journalism à Chicago qu'il observe la chute. Cet exil, loin de l'éteindre, a aiguisé sa plume. Son dernier ouvrage, Cameroun, la permanente dégringolade d'un système, résonne comme un ultime réquisitoire contre les, je cite, 40 piteuses d'un pouvoir nonagénaire. Alors, quand cet exilé politique prend la parole à distance, ce n'est pas une simple critique, c'est l'orage d'une conscience meurtrie qui s'abat sur Yaoundé. Le gouvernement qui est en place en ce moment l'est depuis le mois de janvier 2019. C'est exact. On a le même gouvernement depuis 8 ans, 7 ans, depuis 7 ans, 8 ans. Ça peut être fâcheux quand même d'avoir le même gouvernement depuis 8 ans. Et c'est d'ailleurs ceux qui regardent bien le biaïsme. Au tout début de son pouvoir, le gouvernement faisait 3 mois. Le gouvernement qui a le plus mis longtemps dans les 2-3 premières années de Paul Biya au pouvoir, c'était 18 mois. Donc on voit bien qu'on avait un président qui avait encore quelque chose et qui cherchait quelque chose. Je pense que ceux qui font l'exégèse du biaïsme, ils trouveront comment qualifier cela. Le soir du 16 juillet 2026, sur les antennes de Kinox TV, le silence de plomb qui enveloppe les sommets de l'État s'est rompu avec la violence d'un séisme. Invité à disséquer cette interrogation lancinante qui taraude la conscience collective. Le peuple reste-t-il le maître du jeu? Le journaliste a posé le scalpel d'une vérité crue sur l'inertie qui paralyse le pays depuis le scrutin de 2018. Pourfendant le rideau des faux semblants avec la froide lucidité, il a choisi de porter le fer là où l'appareil d'État est le plus vulnérable, fustigeant la dépossession de la souveraineté populaire au profit des seuls liens sacrés du mariage. On comprend bien, devant cette inaction, que on n'arrive pas à prendre une décision. On constate bien que l'indécision est de mise. Et ce n'est pas une indécision qui correspond, ma foi, c'est quelque chose qui traduit très bien l'incapacité à faire quelque chose. D'autres personnes vont dire qu'il y a derrière une quelconque stratégie ou quoi que ce soit. Il ne s'agit pas de stratégie, il s'agit d'incapacité
Et c'est une incapacité qui doit pouvoir être constatée par tout le monde. Cette sortie vient rappeler que le théâtre du pouvoir camerounais n'en finit plus de rejouer cette tragédie antique, mais dans un décor de velours et d'hydrocarbures où le destin de la patrie se conjume désormais dans l'ombre. Dans ce grand récit national qui tire inexorablement vers son dénouement, la Société nationale des hydrocarbures, la SNH, n'est plus seulement le poumon financier d'une république en sursis. Elle émerge comme le miroir grossissant d'une fin de règne, un abîme de secrets où s'entrechoquent l'asphyxie institutionnelle et les ambitions clandestines. Pour dresser ce constat historique, l'homme n'a pas eu besoin de hausser le ton. La oratoire n'exige pas le cri lorsque la vérité qu'il porte possède la lourdeur du plomb. Aman Mana a construit sa démonstration comme un vieux magistrat referme un dossier d'instruction. Posément, méthodiquement, sans l'ombre d'un mot de trop, pour illustrer la faillite générale de la décision publique, il a choisi une coupe transversale dans les entrailles du pouvoir, prenant pour cible la gouvernance même de l'or noir. Sa charge ciselée en une formule d'une clarté terrible a suffi à condenser des mois de rumeurs, de couloirs en une accusation publique majeure. D'un trait de plume verbal, il a mis à nu le grand secret de Yaoundé. La sève vitale d'une nation tout entière repose entre des mains qui ne détiennent ni légitimité républicaine, ni onction légale. Le pouvoir réel a déserté les canaux officiels pour se réfugier dans l'intimité des salons. Pour l'éditorialiste, la conclusion est claire. Le pétrole du pays est captif d'une autorité sans titre dont la seule boussole administrative tient en un acte d'état civil, non pas le verdict des urnes, non pas le prestige d'une nomination statutaire, mais le simple fil de soie d'un lit conjugal. Le destin de la patrie ne se décide plus dans la solennité des conseils, mais dans la diplomatie de l'oreiller. Aman Mana. Le pétrole camerounais aujourd'hui est entre les mains d'une dame qui n'a ni qualité, ni titre, ni mandat. Son seul mandat, c'est son acte de mariage. Parce qu'elle est l'épouse de quelqu'un qui est lui aussi dans l'incapacité de faire quoi que ce soit. Mais écoutez, c'est absolument le sort des Camerounais, le sort des richesses du Cameroun est entre les mains de personnes absolument sans mandat. Et c'est clair que l'indécision, la non-décision correspond à une incapacité patente. Et cette incapacité est visible. Écoutez, je pense que chacun a les yeux pour voir cette incapacité-là. Donc, il me semble que il est inutile d'ergoter, de réfléchir sur les raisons et autres. Les gens vont venir maintenant faire de la science, là où il faut seulement voir avec ses yeux, là où il faut tout simplement regarder avec son sens. D'accord. Merci. Regarder avec ses yeux. Par cette formule, l'analyse transcende la simple chronique politique pour atteindre la dimension d'un drame à la Shakespeare. Le pétrole camerounais se retrouve ainsi captif d'un face-à-face crépusculaire où la légitimité publique s'efface devant les secrets de la couche nuptiale. La pourpre du pouvoir ne protège plus des regards. Elle expose au grand jour l'immobilité d'un sommet où d'ensemble s'être arrêté, laissant les rênes du destin commun glisser entre des mains informelles dépourvues de toute onction républicaine. Cette charge dévastatrice, on va dire, d'Aman Mana n'est pas un coup de tonnerre dans un ciel serein. Elle vient parachever l'offensive méthodique lancée quelques jours plus tôt, le dimanche 12 juillet 2026, par Valère Bessala.
sur les antennes d'Info TV, dans l'arène de libre expression, le guide du parti d'opposition Jouvence avait déjà ouvert les vannes d'une critique systémique, explorant les méandres financiers et les réorganisations de la SNH. Depuis le président Ahidjo et pendant tout le magistère du président de la République Paul Biya jusqu'en 2002, la Sonara ne déclarait pas ou alors ne reversait pas la totalité de ses recettes dans les caisses publiques. Donc jusqu'en 2002, avec la pression de la Banque mondiale et du FMI, on est arrivé à un 50-50 pratiquement, où la Sonara, presque de moitié, reverse les recettes, les recettes pétrolières au trésor public. Cet ancien haut cadre de l'administration publique, rompu aux arcanes de l'appareil d'État, possède l'art de décoder les textes là où d'autres ne voient que de la bureaucratie. Là où l'analyse d'Aman Mana pose le principe philosophique de l'illégitimité, Valère Bessala démonte la mécanique comptable de cette dépossession, pointant du doigt l'ascension de l'épouse de l'administrateur directeur général promu cumulativement aux plus hautes fonctions juridiques et stratégiques de l'entreprise. La SNH n'apparaît plus dès lors comme une citadelle républicaine, mais comme le théâtre d'un transfert de compétences de l'ombre, une structure où les actes officiels se signent par procuration intime. C'est la description d'un empire invisible où le pouvoir réel a déserté le bureau de la DG fatigué pour investir les salons privés. Le constat est d'une gravité profonde lorsque Valère Bessala interroge la légitimité de cette réhabilitation administrative. Adolphe Monzeki, l'inamovible patron de la SNH depuis 3 décennies, n'est plus ce pivot d'acier qui tenait les cordons de la bourse présidentielle. Les rapports de force interne révèlent un homme affaibli, laissant l'exercice de sa signature devenir l'enjeu d'une guerre de succession domestique. Valère Bessala, qui dirige. Nous avons donc depuis un bon bout de temps, je crois depuis 5 ans, je crois que c'est depuis 5 ans que c'est vraiment récurrent, que nous voyons une dame qui se balade aux yeux de tout le monde et justement qui agit au nom et pour le compte de l'ADG. Parce que tous les actes qui sont signés, on voit effectivement que c'est elle qui signe au nom de l'ADG qui est M. Moudiki. J'ai vu un acte par exemple qui a été un acte du conseil d'administration, je peux me tromper, de cette même SNH-là de décembre 2025, qui a nommé justement Mme Nathalie Moudiki comme conseiller, je crois, je ne sais pas où c'est numéro 1 ou numéro 2 de l'ADG. Je crois cumulativement avec ses fonctions de directeur des affaires, chef de division des affaires juridiques. Alors, je me demande bien, est-ce que le niveau d'habilitation administrative de cette dame lui permet de pouvoir être aussi en vue? Quand je dis en vue, ce n'est pas la télévision, c'est-à-dire sur la prise d'acte dans cette entreprise. Elle est à la tête d'un consortium qui a créé une entreprise. Je ne sais pas si elle est parapublique, si elle est privée, si elle est... J'ai appris quand même que l'État a des parts dans cette entreprise, Cesta, qui est en train de construire quelque chose dans la ville balnéaire de Kribi. La ville balnéaire de Kribi, pour le stockage de notre pétrole et aussi le raffinage, je crois quelque chose comme ça. Les actionnaires qu'il y a dans cette affaire, si on vous donne les noms des actionnaires, vous n'en reviendrez pas, vous tomberez à la renverse, c'est-à-dire de cette entreprise. Et je dois encore vous dire qu'à travers cette entreprise Cesta, nous ramenons encore les Libanais. Nous sortons les Libanais du commerce général qu'ils font au Cameroun depuis un bon bout de temps. Nous sortons les Libanais du blanchiment des capitaux dans lequel ils se livrent aujourd'hui avec nos comptes qui détournent au quotidien pour les introduire dans notre pétrole. Parce que c'est avec ces stars que les Libanais entrent directement dans notre pétrole. Parce que c'est un Libanais qui gère effectivement cette entreprise-là et depuis, qui a été créée depuis le territoire émirati avec des comptes qui s'y trouvent. Le choc est total lorsque l'analyse quitte les couloirs du pouvoir pour plonger dans l'immensité des chiffres, là où la comptabilité publique se heurte à des décennies de silence organisé, évoquant les trajectoires de la SNH depuis sa création sous l'ère Ahidjo en 80 et sa structuration en 4-2. Le récit dévoile des réserves accumulées à l'écart du trésor public. Ce sont des sommes gigantesques qui érigent cette entité en une véritable principauté financière autonome, imperméable au contrôle parlementaire ou citoyen.
C'est l'instant où le réquisitoire s'est fait brûlant, exposant une zone grise de la gestion nationale qui ébranle l'architecture même de la République. Valère Bessala ne se contente pas de fustiger la gouvernance actuelle. Il remonte le cours des décennies, convoque les archives de la rente pétrolière et livre à l'antenne une démonstration arithmétique qu'il veut pourtant mesurer. Je coupe toujours en deux pour être rationnel, prévient-il, appliquant un principe de prudence pour mieux asseoir sa démonstration. Pourtant, le verdict comptable qu'il jette sur le plateau de télévision résonne très fort. Il pointe du doigt une masse colossale de revenus pétroliers nés des années de forte production, subtraite au circuit ordinaire du trésor public entre 1982 et 2002. En érigeant cette projection jusqu'en 2026, l'homme politique dessine les contours d'une fortune de l'ombre accumulée sur 44 ans. Des réserves estimées à près de 20 000 milliards de francs CFA. Face à un budget étatique camerounais qui plafonne à un peu plus de 7 000 milliards de francs CFA, cette montagne de liquidités gérée hors cadre représente près de 3 fois l'effort financier annuel de toute la nation. Un trésor souverain captif d'un huis clos conjugal. Voilà le nœud gordien de cette tragédie moderne. Valère Bessala. Si nous prenons seulement la brèche de 1982 à 2002 où la SNH ne déclarait aucun revenu, aucune recette au compte de l'État, c'est-à-dire au trésor public, et que vous prenez seulement, parce qu'à cette époque-là, nous avons encore des productions assez élevées, 1000 milliards par exemple par an, donc 500 milliards seulement. 500 milliards seulement par an, en 20 ans de 1982 à 2002. Vous pouvez déjà imaginer ce que nous pouvons avoir. 10 000 milliards, c'est une fois et demie le budget du Cameroun, qui est de 7 000 milliards et poussière. Vous comprenez? Si vous prenez encore la moitié de cet argent, 250 milliards, j'ai coupé en deux, parce que je coupe toujours en deux pour être rationnel. De 2002 à 2026, vous multipliez, c'est-à-dire qu'il réserve au trésor public, puisque nous on prend seulement la somme qui est réservée au trésor public pour déduire que la moitié a été gardée en réserve, puisque c'est 50-50. Vous comprenez? Vous multipliez par 20 combien d'années? 24 ans. Vous pouvez vous imaginer ce que la SNH gère aujourd'hui. Alors, s'il faut dire que l'ADG de la SNH n'est plus opérationnel, parce qu'il faut éviter encore, il faut parler ici pour les juristes qui peuvent comprendre facilement, c'est-à-dire le conflit d'intérêts. C'est-à-dire qu'un homme a épousé une femme et c'est sa femme qui gère désormais l'entreprise à sa place. Et l'entreprise n'est pas une entreprise privée, c'est une entreprise publique. Donc imaginez donc les fonds de la SNH qui avoisinent généralement les moyennes à 20 000 milliards, soit 3 fois le budget du Cameroun, en réserve, en réserve, qui sont gérés comme cela. C'est-à-dire qu'un ADG qui est déjà fatigué, qui n'assume plus rien du tout, et dont l'épouse justement gère l'entreprise à sa façon, comme nous sommes en train de voir là. Dans sa réflexion sur la cité, Aristote mettait en garde contre une dérive majeure, celle où l'intérêt public s'effondre devant les intérêts privés. C'est le moment où la cité devient le prolongement de la maison. C'est l'avènement de la famille sur les cendres de la République. Cette réflexion résonne aujourd'hui avec la question posée sur le plateau d'Equinox TV, Equinox Soir. Le peuple reste-t-il le maître du jeu? À travers le prisme de la SNH, Aman Mana et Valère Bessala décrivent ce qu'ils considèrent comme un grand effondrement. Pour ces deux-là, le mandat de 2018 constitue le point de rupture originelle. Les années ont passé, un nouveau septennat s'est ouvert. Pourtant, ce cycle apparaît comme le prolongement de cette rupture. Les structures de pouvoir deviennent de moins en moins lisibles. Le gouvernement semble abandonné. Le nerf national dérive. C'est ce diagnostic que Maurice Kamto est venu sceller dans sa déclaration récemment. Le roi est nu, le pouvoir est dans la rue. La formule est percutante, elle donne une résonance politique aux interrogations soulevées autour de la SNH. Aux yeux de son auteur, le trône s'est vidé de sa substance. Ce spectacle
d'une présidence en retrait fait écho à l'œuvre critique d'Aman Mana. Dans les années Biya, chronique du naufrage d'une nation, l'homme décrivait déjà ce lent effacement de l'autorité suprême. Pour comprendre cette agonie institutionnelle, Thomas Hobbes se rappelait dans le Léviathan qu'un État commence à se dissoudre lorsque le souverain perd sa capacité d'agir et de protéger le bien commun. Assistons-nous à une patrimonialisation du pouvoir? Les enjeux de la couronne incarnés par l'homme noir deviennent-ils l'enjeu d'intérêt privé? La SNH cristallise cette interrogation. Le silence du centre du pouvoir nourrit les spéculations. Les richesses de la nation deviennent le théâtre de rivalité supposée. Le Cameroun est en danger. C'est-à-dire que si aujourd'hui Biya s'en allait, en nous laissant le Cameroun, en nous laissant la SNH telle qu'elle est là, nous courons un grand risque. C'est que quelqu'un nous dise qu'il n'y a plus, il y a 0 franc de fonds de réserve à la SNH pour pouvoir peut-être soudurer la guerre civile qui s'en vient peut-être au cas où le président viendrait à mourir au pouvoir. Valère Bessala alimente ce débat et interroge le déplacement du centre réel de décision. L'inertie s'est érigée en mode de gouvernement. C'est un abandon en direct. La passivité du sommet devient une condamnation pour la base. Les deux hommes mettent à nu l'asphyxie d'une nation. L'histoire immédiate ne s'écrit plus dans l'attente d'une transition. Elle se vit dans une tension insoutenable. D'un côté, un trône figé dans son éternité de marbre, de l'autre, un peuple qui compte les jours face à un gouvernail déserté, abandonné. Le silence n'est plus une stratégie, il est devenu pour beaucoup le symbole d'une abdication. Merci.